matelas de 2 points ou d'1 point, il va falloir valider tous les efforts qu'on a eu à faire. Un nul ou une victoire? Qu'est-ce qu'il nous faut? Une victoire, c'est-à-dire qu'en battant la RDC à Franceville, je pense que c'est en juin. C'est en juin, ouais, on aurait 10 points. Donc cela veut dire qu'on aura déjà écarté la RDC. Et ce qui est important, c'est que nous gardons... En fait, je viens de comprendre que vous êtes déjà convaincu qu'on va battre la RDC en juin. Ben, écoutez, en fait, j'avais pas percuté, quoi. On les a battus chez eux, on espère rééditer chez nous. Ok, donc, bon, là on est d'accord, on est optimiste. Donc, ok, bon, ça encore c'est approuvé. On aurait 10 points, ça veut dire qu'on aura déjà éliminé la RDC. Après, il y a le Soudan et la Mauritanie qui se rencontrent. On ne sait pas trop ce qui va en ressortir. Mais ce qui est intéressant... Si l'un bat l'autre... Non, nous, ça ne nous intéresse pas. On revient avec les si. Ça ne nous intéresse pas. Dès que nous avons fait le travail, on a fait notre taf à Franceville, on a 10 points. Ce qui est important, c'est que nous avons nos destins entre nos jambes. Donc, on n'est pas dans les si. C'est qu'il faut gagner le match. Non, ben, ça se joue le football, ça se joue avec les jambes et les mains aussi. Ouais, mais pas entre. Et la tête beaucoup. Beaucoup la tête aussi. Donc voilà. Vous n'êtes pas les seuls passionnés de football dans cette histoire. Gabin Atiga est allé à la rencontre de Paulin Obambiema, ancien Premier ministre. Et bien là, il enlève la casquette de Premier ministre et il nous parle football. Regardons. Paulin Obambiema, bonjour. Bonjour. Comment devrais-je vous appeler? Monsieur le Premier ministre, docteur Paulin Obambiema? Docteur Obambiema Paulin. Ou bien Obambiema Paulin. Je suis un citoyen gabonais. Donc, je ne suis plus en fonction. Le titre reste, non? Oui, bien sûr, le titre reste, les fonctions restent, enfin les titres restent. Mais je ne suis plus en fonction. Lorsque les gens vous croisent dans la rue, qu'est-ce qu'ils vous disent? Docteur? Monsieur le Premier ministre? Ils disent tantôt docteur, tantôt Premier ministre. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Je ne mets pas... Non. Pas d'exigence? Pas du tout. Je suis un citoyen. Je suis un humain. Je suis un humain. Un citoyen gabonais. Qui est docteur Paulin Obambiema? Eh bien, c'est un jeune homme qui est... C'est un monsieur, vous n'êtes plus jeune homme là? Oui, c'est un monsieur. Non, jeune homme quand même. Parce qu'il y a quand même un commencement. Un commencement, n'est-ce pas? Parce que je suis parti d'ici, du Gabon, en 1947. Après avoir passé le concours d'entrée en sixième et le concours de bourse de l'AEF en tant que citoyen de l'AEF. Parce qu'après ce concours de l'AEF, on nous a envoyés en France. Et justement, dans cette promotion-là, il y avait, en tant que sixième, j'étais en sixième classique. Et il y avait M. Benjamin, qui était en sixième moderne. Benjamin, l'ambassadeur. Benjamin, qui était ambassadeur. Oui, il était ambassadeur en Allemagne. Oui, qui est mort, voilà. Et il y avait Tchungi, un ressortissant camerounais, mais qui a vécu ici et qui est parti en tant que Gabonais, quoi. C'est après qu'il est revenu, il est revenu à son pays en tant que Camerounais. Voilà. Vous n'étiez pas très nombreux à cette période-là? Mais non, on n'était pas nombreux. Il y avait moi en sixième classique, il y avait un sixième moderne, il y avait un cinquième, c'est donc Tchungi là, et il y avait un autre ressortissant de Lambaréné. Je ne me souviens plus du nom, enfin ça va me revenir. Donc on était un peu 4. On est parti d'ici pour la France, en tant que boursier de l'AEF.
l'Afrique équatoriale française. Voilà. Et vous sortez après ce parcours secondaire, vous allez à l'université, ensuite Alors, vous sortez médecin. Oui, vous êtes parmi les premiers médecins gabonais, vous êtes deuxième. Je suis le deuxième parce que le premier c'est Chambrier, le docteur Randy Chambrier. Je suis le deuxième. Voilà. Et je suis sorti médecin et je suis rentré. Voilà. Vous rentrez après Chambrier, vous arrivez, vous occupez de hautes fonctions dans l'administration gabonaise. Vous avez été ministre délégué, secrétaire d'État. Vous avez travaillé au ministère de la Santé, je crois, comme directeur général. Tout à fait. Directeur général, même inspecteur. Oui, inspecteur général de la Santé. Médecin chef de dispensaire, parce que j'ai construit, enfin, à l'époque, j'ai construit... Vous avez travaillé à la Pairie, au dispensaire de la Pairie. C'est moi qui ai construit le dispensaire de la Pairie. Vous l'avez construit en tant que DG ou en tant que ministre? Non, en tant que DG, à l'époque. DG de la Santé. Voilà. Et le dispensaire de l'Alala aussi, et le dispensaire de glace. Alors, cette idée vous vient parce que vous voulez que les premiers soins de santé soient à proximité des populations avant d'atteindre les grands centres hospitaliers? Tout à fait, parce qu'à l'époque, il y avait, disons, deux entités. Il y avait la médecine classique, curative, des hôpitaux, dispensaires, hôpitaux départementaux, hôpitaux régionaux. Départementaux, c'était le chef de département et régionaux. Et en plus, il y avait le service des grands endémies. Oui, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Parce qu'à l'époque, par exemple, Quimbo était justement un centre de grandes endémies. Et on s'occupait bien sûr de la tuberculose, la lèpre, les maladies transmissibles. Voilà. Et justement, il y avait cette entité-là. Et pour rapprocher les services médicaux, enfin, plus près des populations, on a créé les dispensaires municipaux, dispensaires départementaux et dispensaires régionaux. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a plus. Bon, l'organisation a évolué. Les problèmes de santé restent les mêmes. Bien sûr, l'essentiel, c'est de s'occuper de la maladie. Il faut combattre le microbe, c'est ça l'essentiel. Donc, les enfants, ça a évolué, c'est normal. J'espère que ça a la même efficacité. N'est-ce pas? Parce que le problème, il est là. Parce que à la demande des populations, il faut répondre. C'est un besoin et c'est aussi un droit finalement. Parce que les pouvoirs publics, on doit absolument faire face à la demande des populations, sur le plan de la santé. Avec le recul aujourd'hui, vous êtes retraité, vous passez une retraite paisible, on va dire. Vous pensez que sur le plan sanitaire, nous avons évolué ou nous avons reculé? Je ne veux pas juger. Je suis citoyen, vous regardez, vous en voyez. tant que citoyen, oui. je déplore peut-être certaines attitudes, justement, c'est tout. Sinon, par exemple, la présence des formations sanitaires dans les coins les plus reculés de notre pays, il faut absolument... Il faut former. Il faut former. Il faut former. Il faut former les gosses, il faut former. Il y a, à l'époque, on a créé le centre de formation. L'ENSAS. L'ENSAS. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Ça a changé de nom aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en plein concours pour recruter. Alors, il faut former les infirmiers, les sages-femmes, les médecins. Maintenant, on est à la faculté de médecine ici, donc on forme les médecins. Vous avez enseigné là-bas? J'ai enseigné
J'ai essayé, bien sûr. C'est normal. Avec mon expérience, parce que j'ai acquis, d'ailleurs, dans le CV que vous voyez, il y a quand même... Il est plein, hein, votre CV. Oui, parce que... Il est plein. Parce que je n'ai pas... J'ai travaillé. Alors, après cette partie administrative, au sein du secteur santé de notre pays, vous arrivez en politique. À quel moment vous intégrez le PDG? Vous n'étiez pas la FAIANF en France. Vous n'étiez pas parmi les étudiants qui contestaient le pouvoir. Non. J'étais ici quand... On dit FAIANF ou FAIANF? FAIANF. C'est ça? La FAIANF, oui. Oui. Non, j'étais ici. Je n'ai pas... Non, je n'ai pas... Vous n'étiez pas un contestataire? Non. À l'époque, vraiment, d'abord, la priorité, c'est d'abord les études. Avoir les études. Et en ce qui me concerne, il fallait absolument que je rentre. Parce que je savais que mon pays avait besoin de médecins. Et je suis rentré. Et parce que des opportunités, ça ne manquait pas. Parce que j'étais interne des hôpitaux régionaux en France. J'étais interne à Bergerac. Et puis, où encore? Il y avait Bergerac. Il y avait autre chose. Voilà. Bon. Voilà. Il est en train de demander à son épouse où est-ce qu'il était encore. J'étais interne là-bas. Donc, Mont-de-Marsan. Et donc, sur le plan médical, en France, j'avais les possibilités De rester là-bas. Bien sûr. Je pouvais rester là-bas et faire ma carrière là-bas. D'accord. Alors, vous arrivez au Gabon, après cette période, comme je disais tout à l'heure, après ce passage en tant que responsable au sein de l'administration de la santé, Omar Bongo vous copte pour être son Premier ministre. À quel moment vous le rencontrez pour devenir Premier ministre? En plus, au sortir des accords de Paris, Tout à fait. vous remplacez une forte tête comme Casimiro Yemba. Vous le rencontrez où, Omar Bongo? Je ne le rencontre pas, mais en tant que haut fonctionnaire de l'époque, en tant que cadre, disons, en tant que cadre, il connaissait mon existence déjà. Et il faut aussi reconnaître, et ça je l'avoue maintenant, que sûrement le chef d'État, s'il avait besoin de renseignements à l'époque du citoyen Obamangama Paulin, il s'est adressé à Zakari Miboto. Ah, Zakari Miboto. il s'est adressé à votre... Parce que c'est votre ami. C'est mon ami. Vous vous connaissez depuis des années. Vous avez presque le même âge. Tout à fait, c'est même un frère. Et vraiment... Donc c'est pas Zakari Miboto, excusez-moi, qu'il demande des renseignements sur vous. Sûrement. Ah, vous dites sûrement. Ah. Sûrement. Vous n'affirmez pas. Je n'affirme pas. Il avait des renseignements, c'est quand même un chef d'État. Oui. Il avait des renseignements partout où il voulait, mais parmi sûrement les personnes, sûrement, enfin, je suppose. Vous n'en avez jamais parlé Avec les motos, non, avec Omar Bongo. Monsieur le Président, pourquoi est-ce moi que vous avez choisi? Pas du tout. Non, parce que c'est un grand honneur, n'est-ce pas? Il ne faut pas poser des questions, demander pourquoi. Un chef d'État te fait l'honneur. Tu acceptes. Et tu fais tout pour mériter cet honneur. Voilà le problème. Et quand j'ai été nommé, bien sûr j'étais surpris comme tout le monde, le premier. Et j'ai essayé d'assumer mes fonctions de Premier ministre.
du mieux que je pouvais. Alors, avant qu'il ne vous nomme, il tient un discours à la télévision, il dit ceci. Je prends l'un des paragraphes. Enfin, mes regards et mon amitié se tournent vers celui qui, depuis 1990, a accepté de conduire à mes côtés différents gouvernements d'ouverture tels que je la concevais. Je rends devant la nation un hommage particulièrement vibrant, chaleureux et fraternel à Casimir Oyemba. Mon souhait à cette heure est qu'il puisse continuer à être au service du pays dont il a conduit les gouvernements successifs dans les moments difficiles. Ensuite, il dit ceci. J'ai décidé de nommer aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Paulin Obamangema, que vous êtes. Voilà. Vous remplacez Casimir Oyemba, Je rappelle. qui accepte de redevenir, Tout à de fait. redescendre en termes de hiérarchie, Oui. ministre d'État. Comment ça se passe entre vous? Il n'y a pas de problème. Casimir Oyemba, c'était un proche, n'est-ce pas? Et c'est un monsieur vraiment exemplaire. Casimir, c'était vraiment un frère pour moi. Et vraiment, non, un monsieur digne. Digne. Et vraiment, c'était un honneur justement de le remplacer. Et il a accepté aussi d'être au Votre gouvernement. ministre. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui accepte d'adopter une telle attitude. Monsieur le Premier ministre, Dr Paulin Obamangema, au sein du gouvernement que le président Omar Bongo vous confie, il y a des fortes têtes de l'opposition, notamment Maganga Moussavou. Je vois ici Alexandre Samba, Oui, Zakari Miboto, votre ami. oui, Là, vous êtes devenu son chef. tout à fait. Comment ça se passait? Sans problème. Sans problème. Parce que, ouais, vraiment, ce sont les... Il y avait même Serge Mbabekale, le docteur. Serge Babakale, oui, oui. Et c'est des personnes... Et Monzoro. Monzoro aussi. Oui, Mozogo. Oui. C'est des C'était des messieurs... fortes têtes de l'opposition. Oui, mais... c'est Vous à avez la réussi suite- à les tenir. Bien sûr, à la suite, vous savez, dans la société, notamment dans une entité comme un gouvernement, il faut assumer. Assumer, bien sûr, politiquement, bien sûr, intellectuellement et humainement. Et vous respectez la personnalité qui occupe une certaine fonction, vous la respectez parce qu'il occupe cette fonction-là. Et c'est ce qui s'est passé après les accords de Paris, après le gouvernement Uyamba, le premier gouvernement Obamangema Paulin. Et il y avait de fortes têtes, enfin de fortes personnalités de l'opposition. Maganga Moussavou, il y avait Monzoro, il y avait Madame Paulette Missambo. Paulin Moussambo. Vraiment, il y avait de fortes personnalités. Votre ami Zakari Miboto démissionne, vous êtes encore au gouvernement. Oui. Omar Bongo ne vous a pas dit, votre ami Zakari Miboto, monsieur le Premier ministre, en train de partir ou est parti, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour le ramener à la maison? Ou personnellement, vous n'avez pas pris cette initiative-là? Non, c'est pas. Non, là, je respectais Sa décision? la décision. Et dans la vie, c'est ça. Il y a une différence entre l'amitié et justement Le travail? le travail. C'est ça le problème. Et dans ma famille notamment, j'ai des neveux qui sont dans l'opposition. Mais ce sont mes neveux. C'est ça le problème.
il faut différencier, il ne faut pas d'amalgame. Accepter l'autre avec sa différence. Mais bien sûr. C'est ça la vie. Il faut accepter. Il voit un problème, même votre propre enfant. Il n'a pas la même approche d'un sujet que vous. Mais c'est votre enfant. C'est ça le problème, la différence. Vous êtes resté 2 ans au gouvernement en tant que Premier ministre. Y a-t-il un projet, avec le recul aujourd'hui, que vous aurez voulu voir aboutir et qui n'a pas abouti de là où vous êtes aujourd'hui? Bon, de toute façon, il y a toujours un programme de gouvernement. Il y a des projets. Et ces projets, c'est toujours dans le temps. Et justement, l'action d'un gouvernement, c'est de faire aboutir, de créer bien sûr certains projets, mais de faire aboutir des projets qui existent déjà. Et dans l'action de notre gouvernement actuel, j'encourage, je reconnais les problèmes, les difficultés. Et l'essentiel, c'est justement que certains projets soient menés, Aboutissent. aboutissent. Il y a le problème de la santé, bien sûr. Il y a le problème de l'éducation nationale, De l'emploi. le problème de l'emploi et surtout le problème de la route. De la route. Mais vous n'avez pas, Parce que- à votre époque, vous n'avez rien fait. Si, vous savez, à l'époque, Parlant de la route, hein. parlant de la route, par exemple, de oui, l'entretien, par exemple, routier. Je sais que dans chaque département, par exemple, il y avait toujours Les subdivisions des TP. subdivision de TP. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Voilà. Pourquoi? Ça, je ne peux pas le savoir. Mais à l'époque, ces subdivisions de TP justement, supervisaient l'action de l'unité départementale qui s'occupait justement des routes. Hein, le débroussaillage et tout ça. L'ensoleillement. Voilà. C'était par exemple, je prends l'exemple par exemple de Kango. Il y avait Votre une unité. village. Vous parlez de Kango parce que c'est Oui, votre le village. oui, oui. Hein, il y a toujours une unité qui s'occupait justement des problèmes routiers. L'ensoleillement, le débroussaillage et tout ça. Bon, aujourd'hui, je ne vois plus ça. Et c'est dommage. Toujours dans le problème de fonctionnement. Peut-être que je me trompe. J'ai rien de mal. À l'époque, à la fonction publique, il y avait ce qu'on appelait les faits signalétiques. Les faits signalétiques, c'était un document qu'on remplissait tous les ans, ou tous les ans, je ne sais plus. Et Un instant, on va laisser passer cet avion-là. Monsieur le Premier ministre. ah oui. Donc vous disiez, Alors, il existait la feuille signalétique. Et chaque fonctionnaire remplissait cette feuille signalétique. était noté. Était noté. Donc, on suivait la carrière de chaque individu était suivie administrativement. Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore. Mais le problème, il est là. Parce que la fonction publique, c'est quoi, mon petit? Ce n'est pas un problème d'individu.
faut d'abord avoir été à l'école. Et puis, quand on est fonctionnaire, justement, la connaissance, la formation vous permet d'évoluer. Maintenant, comment fait-on pour suivre la carrière de l'individu? Je ne sais pas. C'est la fin de la première partie de cette interview. Vous êtes toujours au PDG? Ah oui, Avant qu'on ne parle de sport. Jusqu'à la fin. Vous êtes toujours au PDG? Mais bien sûr. J'étais au Gabon quand le président Omar Bongo a créé le PDG. J'étais parmi les premiers à adhérer au PDG. Et je suis toujours. On vous consulte encore? Je ne suis plus. Non, j'ai demandé de me retirer de toute activité, qu'elle soit administrative, politique. Voilà. Je veux finir ma vie tranquillement. Et on a passé la main, on a passé le relais. C'est maintenant aux enfants, enfin à nos cadets. Nos nouveaux enfants? Oui. De poursuivre le travail commencé et d'achever cela. Bien sûr en améliorant. Il y a des méthodes de travail qui sont améliorées et c'est normal. C'est l'évolution. Voilà. Monsieur le Premier ministre, merci pour cette première partie d'interview. La suite, dans un instant, après cette transition, nous allons parler de sport en 2-3 minutes. D'accord. Merci. D'accord. Vous êtes un féru de sport. Vous aimez notamment le football, le handball, le basketball, le rugby. De quel sport pratiquiez-vous lorsque vous étiez jeune? Quand j'étais, d'une façon générale, j'aime le sport. Parce que d'abord c'est une distraction, mais aussi parce que sur le plan physique, ça vous permet de vous maintenir en forme, comme on dit. Et dès le jeune âge, c'est-à-dire depuis le lycée, j'étais footballeur. Et j'ai joué non seulement dans l'équipe du lycée, Michel Montaigne, à Bordeaux, ensuite à Montesquieu. Et surtout à Saint-Isle-Soudia où j'étais élevé, dans la banlieue bordelaise. Et j'ai joué au football, d'abord parce que ceux qui m'ont contacté ont reconnu des talents en vous? Mes talents, et j'adorais ça. Et après les équipes, après la phase des études médicales, je continue. Je ne participe plus bien sûr, mais je continue de suivre le football. Et à la télévision, tous les jours, je regarde la télévision. Vous m'avez dit en off qu'en sport, on ne triche pas. L'une des raisons pour lesquelles vous aimez bien le sport. Tout à fait. Effectivement, en sport, on ne triche pas. Si vous marquez un but, bon, bien sûr, il y a toujours des contestations, de circonstances, de réussite, la chance. Mais il y a quand même l'action. L'action. Et par exemple, à l'époque, l'amateurisme, c'était l'amateurisme. Mais ce n'est plus comme maintenant. On négocie maintenant un problème financier.
Justement, quel regard portez-vous C'est dommage. sur le sport en général, le football en particulier dans notre Mais pays? je ne peux pas empêcher, hein, mais on ne peut pas empêcher ça. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et ce que je regrette, et c'est ce que je n'admets pas, c'est que, par exemple, quand on est sélectionné, qu'on représente par exemple son pays, il n'y a pas de conditions. Ça, je n'admets pas. Peut-être sur le plan tactique, sur le plan peut-être technique, on peut avoir des opinions. Mais le principe de participer pour le compte de son pays, ça... C'est non négociable. Ah non, non, non. Il n'y a pas à négocier. On est sélectionné, on est international, on représente son pays. On fait tout pour faire le maximum que vous pouvez faire, pour faire gagner votre équipe. Et c'est ce que je regarde un peu actuellement avec nos enfants, qui mettent tout par avant l'aspect matériel, financier. Ça, c'est dommage. Docteur Paulo Bamgema, Monsieur le Premier ministre, je mélange tout ça. Notre émission Matin Week-end vous dit merci. Merci de nous avoir reçus dans ce beau jardin, très bien entretenu. Oui, on peut dire c'est moi qui vous félicite pour votre travail et pour manifestement l'amour que vous mettez dans l'exécution de votre fonction. Moi, ça me va droit au cœur parce que c'est ça que je veux. Mettre son cœur dans le travail qu'on fait. Le jardin, oui, c'est un très beau jardin. C'est le travail d'une de mes filles, Mireille, qui est conseillère à l'ambassade aux États-Unis. C'est elle qui, au départ, et c'est très suivi maintenant par Martine, la secrétaire. L'une de ses sœurs. Voilà, l'une de ses sœurs. Et vraiment, je suis content parce que vous entendez, dès le matin, vous entendez le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux, c'est bon. C'est reposant pour vous? Absolument, absolument, absolument. Et vraiment, je remercie le bon Dieu de m'avoir permis justement de terminer ma vie dans ce cadre. Dans ce cadre-là. Très reposant. Voilà. Merci. Et encore une fois, merci et bon courage et félicitations. Je me nomme Ndongo Emmanuel. Oui. Je suis de nationalité gabonaise. Je suis né à Mbigou, département de la Boumi-Loueti, le 14 juillet 1937. Et je suis à Mouila, j'ai appris à Mouila, à l'école. Je suis venu ici à 12 ans. Mon grand frère qui était cuisinier, il m'a inscrit à l'école ici. En 1950. Donc je connais à peu près ce qui se passe à Mouila. De 50 aujourd'hui, ça fait combien d'années d'après vous? Les mathématiques, répondez-moi. 62 ans, je pense. À peu près, oui. Donc papa, nous venons vous voir aujourd'hui parce que nous sommes à Mouila et il y a une curiosité qui nous intéresse, c'est Mouhoumi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce génie? Je suis là chef de quartier depuis 24 ans. En 1998, comme un homme chef de quartier, le mandat de Divungi et Maïba. 24 ans. Je suis chef de quartier et j'ai géré Mukunza. Je suis chef de Mukunza où on arrange tout. D'accord. Mukunza. Non, Mouhoumi. Mouhoumi. Oui. Mouhoumi, c'est un génie. D'accord. Personne ne dira que ça c'est ma fille ou bien mon enfant. Il est dans l'eau, ils vivent dans l'eau comme les poissons, comme nous vivons par terre. Nous ne connaissons pas là où on part, où on vient. C'est comme Mouhoumi et c'est leur village. Ce que je connais de Mouhoumi,
un administrateur, chef de région, un blanc de Langouni, chef de région, à la personne de tailleur, avec son bateau, c'était Pinas. Là-bas, là où le président construit sa résidence, là, il y a l'escalier là. Ouais. Pinas garé là, il est monté pour aller à Lac Bleu, pour puiser de l'eau et tout ça là. Et quand on part à Lac Bleu, il voit un statut, il filme. Et quand tu viens de voir, voilà ce que j'ai trouvé là-bas. Bien sûr, chacun de nous a son débarcadère. C'est qui était dans les débarcadères là, du Bourisimbo, là-bas, à Lac Bleu là-bas. Si on a fait filmer Mougoumi là-bas, c'est l'air génie. Mais ça ne peut pas dire que c'est l'enfant de Ndongo, ou bien des Y, ou bien des Z. C'est un génie, c'est dans l'eau. Ils sont protégés et ils nous protègent aussi. C'est comme le bon Dieu. Les esprits nous protègent. On ne voit pas les esprits, mais ils nous voient, les esprits. Donc, en dehors de cet administrateur-là, est-ce que quelqu'un d'autre a réussi à voir Mougoumi? L'administrateur là, tailleur, je dis bien le nom tailleur, quand il a fait ça, il a amené le statut, mais il fallait faire le masque qui est là. C'est Massango qui a taillé le masque là, qui est là, Mougoumi là. À partir de la photo que le blanc avait fait? Voilà. D'accord. Alors donc, il s'appelait, c'est pas idéal, il s'appelait, oh mon Dieu Seigneur. Bon, mais c'est pas grave si on ne se souvient pas de son nom. Non, je devrais connaître moi. C'est Bunzanga, c'est Bunzanga. C'est Bunzanga qui a taillé le Mougoumi qui est posé. On a fait les statues qui est là. Hein. Il a taillé, on a mis là, c'est ça. Vous avez une idée en quelle année ça a été fait? Ça c'est parce que la Mouila, le premier maire, c'est Yembi Paul Marie. Il a mandaté à Duo, parce qu'il était vice-président de la République, Duo était ministre. C'était Duo, le maire de Mouila. Après Duo Edouard, c'est un blanc, c'était Forêt Auguste. Après Forêt, c'était Boubala Ngouedi. Et c'est là où on a taillé les statues là, avec Boubala Ngouedi. Mais la date, je ne peux plus retenir. Hein. On se pose beaucoup de questions sur l'origine du mont Mouila. Mouila. À votre avis, Mouila vient de quelle ethnie? Voilà Mouila. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà Mouila. Mouila. Cette rivière-là, c'est pas Ngounié, Dourembo. Mais Ngounié, quand les piroguiers à Pinzi naviguaient les administrateurs de la Fome, d'outre-mer, on arrive à l'embouchure, l'entrée de Langounié, sur Langounié, on voit des chauves-souris. Ils posent la question aux Apinji, ça c'est quoi? Ngouni. Ils marquent. Quand ils arrivent ici, au débarcadère de Rougny là, ils voient la fumée. Ils montent là où on a construit la maison du président du tribunal qui est abandonné, ou bien c'est là-bas encore, je ne vois pas. D'accord. Ils montent là, on voit un vieux Michogo qui venait de Mungwanga là-bas. Quand on dit qu'ils pensent qu'ils vont dire papa, Bouida. Il tape sa poitrine, c'est Bouida. C'était son nom. Il croyait que c'était son Kumbu. Ah d'accord. Et lui, il croyait qu'on lui demandait son nom. Voilà. C'est pourquoi il a dit Bouida. Et ils ont écrit Mouila. D'accord. C'est toujours bon à savoir. À ma connaissance, c'est ça. Okay. Sinon, nous sommes tous des Langouniers. C'est notre rivière, ça nous appartient à nous tous. Malgré ceux qui font de l'orgueil, tout ça dans le Langounier, c'est une rivière créée par Jésus-Christ. Même pas Jésus-Christ, par le bon Dieu. Jésus-Christ a trouvé Langounier là.
la rive droite là, appartient depuis là-haut là-bas aux Michogo, les Banjabi, juste ici là, juste à Makoko, que les Michogo et les Apinti et les, comment on appelle, les gens qui sont à Fugamo là, les Ishira. Non, c'est pas les Ishira. Les Via. L'autre côté, depuis l'Angongo là-bas, c'est le Bapounou, à rive gauche. Bapounou descend l'embouchure de la Dola, dans l'Angongo, tout ça, le côté là, Vungu, Pinji et Vungu. Bapounou, Vungu et Pinji. Ishira. Donc la rive gauche, elle est rapattée. La rive gauche, c'est pour les Michogo, les Apinji, et puis les Banjabi là-haut, là, parce que les sources, c'est ambigu. Abaposo. La source de Dourembo. La source de Dourembo, c'est Abaposo ambigu. C'est comme la Nyanga, c'est comme comment on appelle, la Wano, c'est comme le Goulou, tous les sources, ça c'est ambigu. Même le Foué, c'est ambigu. La Lolo, c'est ambigu. Toutes les sources là-bas, c'est ambigu. Là-bas, mais on a des problèmes pour aller sur Koulamouté à Popa. On ne peut pas faire la route parce qu'il y a trop d'eau. La montagne, c'est plein d'eau. Le quartier là-bas, quand vous ça glisse avec l'eau. Donc, c'est ça. Mouila, c'est notre village, c'est notre province. Elle est meilleure. Mais nous voulons construire. On fait les problèmes, on arrange les problèmes de Mouila, que Mouila progresse. On nous a dit que vous êtes le doyen des chefs. Oui. C'est combien de quartiers, Mouila? Moi, ici, là, 12 quartiers. L'autre côté, 6. Ça fait 18 quartiers. Mais quand vous venez nous voir comme ça, le doléance de Mouila, allez-y dire pour les journalistes là. Omar a posé la pierre de l'université de Mouila. Pourquoi Ali néglige ça? Nous sommes derrière lui. Pourquoi il néglige de nous construire l'université de Mouila? Dites que les chefs là-bas, les notables, ne sont pas d'accord. Nous sommes derrière lui, qu'il fasse quelque chose pour nous, pour l'université de Mouila. C'est un honneur que son père a laissé pour nous, il faudrait que ça voie le jour. Et ouvrez-moi l'ENSAS pour que les enfants partent apprendre. L'ENSAS, il faudrait que ça voie le jour. Que nous, à Mouila, c'était une bonne province. Mouila s'en occupait de Makoku, de Koulamoutou. France-Ville, les maisons sont là. Les cas de silence. Vaccinés, France-Ville, Koulamoutou, Makoku. Et Chibanka, c'est notre village. C'est un petit village de Mouila. Pourquoi vous négligez Mouila? Vous-même, papa, vous êtes retraité de quelle administration? Je suis retraité du ministère de l'Agriculture. J'ai fait 36 ans, 8 mois, 18 jours. Chauffeur technicien. Et j'ai construit tout ça, c'est manœuvre. Et on m'a nommé chef de quartier, ça fait 24 ans de l'administration. On se rend compte que devant chez vous, il y a les photos de pratiquement bon nombre de candidats, que ce soit à la députation ou au présidentiel. Ouais. Finalement, vous appartenez à quel camp vous-même? Je suis apolitique. Le chef reçoit tout le monde. C'est l'administration. N'importe qui vient, je le reçois. Il me donne ces photos, je mets là. Celui qui ne peut pas me donner ces photos, je ne peux pas demander. D'accord. Je suis apolitique. Le chef, c'est pour tout le monde. S'il y a 20 partis au Gabon, c'est pour moi. Je ne peux pas dire que je suis de tel bord, tel bord. Non, non, non. Le chef n'a pas de bord. Je suis apolitique. Merci beaucoup. On appelait Mouil Bapoun et Mouil Mangondou, c'est à la rive droite. La rive droite, Mouil Mangondou, tout simplement parce que, à Kélé, pour nous, les Bassapadi, qu'on appelait Bassapadi, sont venus se bagarrer à l'autre côté. Et quand les Pounous ont eu la guerre, la bagarre, avec les Akélés, et c'est comme ça qu'on appelle Mouila Bapoun, Mouil Mangondou.
Les hommes faisaient des nœuds pour la bagarre. Ils faisaient les nœuds en panne, bien sûr. Génie du Boursim, les parents, hommes, femmes, n'avaient pas de moyens pour faire aiguiser les machettes et les haches. Donc c'est comme ça que Mougoumi a dit, moi je ne me ferai pas voir. Tout simplement, amenez et couteau et machette, vous déposez à un endroit que nous connaissons, mais on ne peut pas dire à X. Donc les papas, les mamans, nos aïeux partaient déposer ces instruments-là pour les faire aiguiser, sans pour autant voir Mougoumi qui venait faire aiguiser les machettes et les haches. Lors de l'abattage et le débroussage, une fois déposé, la personne qui osera venir guetter, quel que soit le jour, de nuit, la personne qui viendra guetter, c'est tant pis pour elle. Si c'est une femme, cette femme, la femme termitière, et l'homme, une grappe de fourmis termitières accrochée à un arbre. Un temps, elle sortait à la surface, elle se lavait, elle jouait avec les enfants. Mais chose étonnante, les hommes, les femmes mouraient à l'Angounier, sauf les gens de Diboursim. Que ce soit un enfant, femme, même si tu te noies, il arrivait toujours que cette dame-là prenait sa personne pour aller lui mettre hors de l'eau. Diboursim, c'est Mouel Bial. Chez les Togo, Gyongo Gyongani. Chez les Gissir, Bumbung Bukouj. Chez les Nzebi, Maramb. Chez les Apinji, Mouevo. Masangu, Mouloulou. Chez les Masango, Mouloulou. Qu'on parle de tourisme ici dans le Moyen-Nogoué, quels sont les premiers sites sur lesquels on peut véritablement s'y plaire? Bon, il y a plusieurs sites, hein. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Nous avons plusieurs sites. Il y a un site à Zillet, il y a un site à Chouetzer, il y a un site un peu plus haut. Mais en aval de Logoué, vous avez le site Gavilo Village. Gavilo Village qui est fonctionnel maintenant depuis 5 ans. Nous travaillons avec beaucoup de volonté. Nous travaillons en propre, c'est-à-dire nous-mêmes. Et nous avons la possibilité de recevoir des touristes pour le coucher et aussi pour la restauration. Dernièrement, nous avons créé un parc naturel qui s'appelle le parc naturel des Yenguiers, où l'on peut se promener à travers la forêt, visiter, voir des cascades et ensuite se baigner dans les cascades, mais surtout en saison des pluies. Est-ce qu'il est possible de visiter tout ce que vous nous dites là? Mais bien entendu, il est possible de visiter et je pense que nous allons nous y atteler pour que vous soyez édifiés par le travail qui a été fait. Ok, tout à l'heure nous irons alors visiter.
sommes sur Gavilo Village, alors nous allons suivre le guide éclairant et éclairé. On va essayer. Je vous suis. Des sites touristiques comme celui-ci ne courent pas les rues dans le Moyen-Ogooué. Vous disiez que ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça va faire plus de 10 ans, mais officiellement, nous avons ouvert il y a 4 ans. Vous n'exploitez pas simplement le site pour les visiteurs, vous-même vous y vivez? Ben, écoutez, quand je viens et que j'ai un peu de temps, je viens me ressourcer ici. Ok, on va vous suivre à l'intérieur. Voilà. Teddy, il est où? Oui, il faut qu'il ouvre. Il faut qu'il ouvre les chambres, le restaurant. Vous avez une salle de conférence? Bon, nous avons une salle de conférence qui est en voie d'achèvement parce qu'il faut dire que nous avons fait tout ça avec nos moyens, nos propres moyens, et nous faisons avec ce que nous pouvons. Donc nous avons une salle de conférence qui, nous l'espérons, sera prête d'ici le mois de novembre-décembre 2022. Ce qui est fonctionnel actuellement, c'est le restaurant, les chambres, et bon, nous avons, comme je vous l'avais dit, le site. Nous avons, comme je vous l'avais dit, le site, le parc naturel. Il faut combien de temps pour arriver au parc? Pour arriver au parc, il faut une dizaine de minutes. Maintenant, il y a plusieurs circuits. Et selon le circuit, le plus long circuit demande à peu près 1h30 en aller et retour. Vous avez des guides pour ça? Nous avons des guides, oui. On va attendre les clés. Ici, c'est un peu la partie randonnée pédestre. On fait de la marche, on découvre la forêt. Oui, tout à fait. En fait, c'est un village. Le village s'appelle Eyenguié à la base, le village de nos grands-parents. Et nous avons aménagé une partie, puisque derrière, il y a toujours des plantations familiales. Donc nous avons aménagé une partie d'habitation, et derrière la forêt, nous avons fait des circuits pour pouvoir marcher dans la forêt. Profiter un peu de la nature. On peut voir qu'au-dessus de nous, il y a le bambou de Chine. Cette plante est originaire d'Asie. Il y a des palmiers. Et là devant, je ne sais pas trop ce que c'est comme espèce, mais je pense que quand on regarde un peu l'ombre que cela donne, on a l'impression d'être sous un toit. Tout à fait, tout à fait. Vraiment comme une bâche. Tout à fait. On essaye de discipliner ça un peu. C'est difficile, mais bon, avec le temps, on y arrivera. Nous allons poursuivre la marche. Il faut ouvrir le restaurant, mettre les tables et les chaises. Hein? Ensuite, ouvrir les chambres, et ouvrir 2 ou 3 chambres. Mais les chambres ne sont pas faites. Donc si vous prenez... Oui, on peut juste regarder une, voir un peu le niveau du standing. D'accord. Ouais. Okay. Donc ici c'est le village. Ici c'est le village. Et là-bas c'est l'hôtel. Et là-bas devant c'est l'hôtel. On a dit on a 4 circuits avec le nom de chaque circuit. Et là, on a tous les arbres qui sont dans le domaine familial, qui ont été répertoriés par les eaux et forêts.
Ah, vous avez même du paddock. Oui. Waouh. Ozigo, Koumé. C'est combien de mètres carrés à peu près? Oh, c'est beaucoup. Faut pas dire parce que c'est beaucoup. Donc à l'intérieur, vous avez développé des circuits qui permettent de faire des randonnées. Oui, voilà. On peut faire des randonnées qui vont, on a dit, vers une cascade où on peut se baigner, mais surtout en saison des pluies. Sinon, on a d'autres circuits où on a de grands arbres. Et on a un autre circuit qui va vers Lambaréné. C'est-à-dire qu'à partir de Lambaréné, on peut arriver ici par voie terrestre. Il faut à peu près 45 à 50 minutes de marche. Et là, derrière vous, dans le dos, ce sont les différents circuits? Voilà, ce sont les différents circuits. Donc, on a le circuit marécage qui nous amène vers le marécage. Bon, nous sommes en saison sèche, mais c'est à 175 mètres. On a le circuit Ivovia. Ivovia qui veut dire en gallois les chutes, qui est à 756 mètres. On a le circuit, tout est là. Bon, on a le circuit, ça quel circuit? Nyambenje, qui est aussi de ce côté-là. Les plus longs sont le circuit Soro et le circuit Miristikari. Bon, ça, ce sont des noms qui ont été donnés par des spécialistes des eaux et forêts. Parce que le Soro, c'est un arbre. Voilà. Donc, c'est une zone où il y a beaucoup de Soro. Mais le circuit le plus compliqué, le plus difficile, à mon sens, c'est ce circuit Ivovia, parce que c'est par mont. On met quand même 1 heure pour y arriver. Donc ceux qui veulent vraiment faire du sport, c'est ce circuit-là qu'il faut qu'ils choisissent. Nous sommes en saison sèche et pourtant je vois que devant nous, il y a une rivière qui n'a pas tari. D'ailleurs, les eaux sont limpides. Est-ce qu'on peut consommer cette eau-là? Mais nous la consommons. Nous la consommons. Okay. Je vous laisse répondre à votre appel et puis on reprendra cette interview. Oui, allô? Comme ça qu'on la consomme en fait. Par petit jet. Je sais le faire. Ce goût sauvage. C'est de la bonne eau, vous pouvez me croire. Elle est vraiment très bonne. N'hésitez pas. Elle ne va pas vous tuer parce que l'eau est naturellement filtrée. Parce qu'elle passe à travers les racines des arbres qui la filtrent, qui enlèvent tout ce qui est mauvais. Et comme ce n'est pas une eau stagnante, c'est une eau courante parce qu'elle coule. Donc vous ne risquez pas grand-chose. Et nous avons grandi avec, ça n'a jamais intoxiqué personne. Mais même si elle avait été défrichée, mais ça, il y a... Attends, on va mieux prendre ça. Nous sommes au pied d'un fromager, de son nom scientifique Ceiba pentadra. Cet arbre est gigantesque, il fait partie des plus grands de notre forêt. Et là, je crois que quelque chose avait déjà été fait, il a été identifié. Et c'est au pied de ce type d'arbre, d'ailleurs, qu'on vient faire les cérémonies lorsqu'on voudrait parler au génie. Vous venez là, vous faites le sacrifice qu'il faut, vous parlez avec le cœur. Et lorsqu'on parle au génie, on ne triche pas. Il faut être vrai. N'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Nous avons là donc devant nous une autre curiosité de cette forêt, Irvenja gabonicis, qui est l'arbre qui donne les mangues sauvages, à l'intérieur desquelles on extrait l'amande qui nous donne le chocolat, qu'on appelle aussi le dika. On sèche d'abord les graines, on les frit autant pour moi, ensuite on les pile.
On les met dans un récipient pour que la pâte sèche. Et lorsque la pâte a séché, on dit que c'est un pain d'Odika. Mais ça ne sert pas que pour la sauce. Si, par exemple, vous êtes brûlé, on va donc râper de l'Odika, mélanger à l'huile de palme, qu'on applique sur la brûlure. Vous pouvez me croire, c'est très efficace. Au bout de quelques temps, ça cicatrise. C'est cet arbre-là. Là, juste dans mon dos, une curiosité de la nature. C'est presque une phagocytose. Vous voyez qu'il y a une plante mais qui ne commence pas à pousser par le bas. Elle pousse du haut vers le bas. Et c'est un tout petit oiseau qui a mangé ce qu'on appelle une figue, qui a déposé ses crottes sur une branche. Et le figuier a poussé et il va étrangler justement l'arbre autour duquel il s'est enroulé. Et cette plante qui étrangle les autres s'appelle le figuier étrangleur. Au bout de quelques temps, le gros arbre va mourir et le figuier va prendre place. Pour l'instant, le figuier vit de la sève de celui qui l'étrangle. Vous comprenez à quel point la nature est merveilleuse. Spectacle bien curieux. C'est ce qui indique l'entrée du circuit. Vous entrez dans le marécage, il faut retrousser le pantalon. Parce que là, c'est... Comment on va dire? On va barboter, quoi. C'est marcher dans l'eau. On peut regarder par là et voir que là aussi, c'est un autre circuit à suivre. On peut voir celui qui vient à presque 700 mètres là-bas. La forêt est clairsemée. Vu que c'est une forêt en permanence inondée, c'est pourquoi elle n'est pas très, le sous-bois n'est pas très touffu. Et encore qu'ici, avec la lutte vers le soleil, c'est un peu compliqué parce que la canopée, donc le-dessus des grands arbres, empêche au soleil d'entrer, ce qui fait que ceux qui sont en dessous ne reçoivent pas assez de soleil, donc ne peuvent pas grandir vite. Et c'est pourquoi vous remarquerez que tous ceux qui sont en dessous sont rabougris, parce qu'ils ne reçoivent pas assez de lumière. Là, nous sommes devant un jeune pied de koumé, vous pouvez le voir. Lorsqu'on blesse le tronc, il y a une sève. Au début, elle est liquide, et avec le temps, elle finit par se durcir. Et c'est ce qu'on utilise pour faire la torche, une torche indigène qui brûle. Ça sert à l'éclairage, ça sert aussi à parfumer la maison, et c'est même un anti-moustique assez puissant. On chasse les moustiques avec. Et lorsque vous enlevez un petit bout, vous le sentez, il y a un parfum de térébenthine qui se dégage. C'est aussi utilisé dans le cosmétique. Donc la forêt, vous comprenez que quelquefois, lorsque vous paradez en ville avec un beau parfum, vous ne savez pas qu'il vient de la forêt. Cet arbre qui paraît curieux avec beaucoup de branches, c'est un mangoustan. Et d'ailleurs, les grands amateurs de whisky savent de quoi je parle. Il y a une liqueur qui porte ce nom-là, le mangoustan. Semble-t-il, ce rhum est donc extrait de fruits de cet arbre-là, le mangoustan. Et avec la taille qu'il a, vous pouvez me croire, si je n'abuse, je crois qu'il devrait être centenaire. Parce qu'il se développe lentement. Bolo, Anchama. Alors, je suis de retour chez toi. Maintenant, on peut se tutoyer. Merci. Je suis désormais chez moi. Merci, Gabin, mais tu es chez toi. Ouais. Tu es chez toi. On est chez nous partout, hein, sur ce territoire. Ouais. Alors, après la diffusion de notre reportage la dernière fois sur le Bouiti, parce qu'on a parlé du Bouiti, du temple juste ici à côté, oui. Tu nous as présenté certaines plantes qui ont une certaine vertu, mais on nous a fait la remarque comme quoi nous n'avons pas véritablement présenter ces plantes. D'accord. Donc nous souhaitons avec toi aujourd'hui revenir sur ces plantes-là. Très bien, très bien. Ben, on va commencer par celle-là, celle qu'on a présentée la dernière fois, que les téléspectateurs n'ont pas pu avoir en visuel. Alors cette plante-là... Que j'ai d'ailleurs mâché. Hein. Oui, que vous avez mâché. Parce que je disais que j'ai un problème de mémoire. Exactement. De temps en temps. Exactement. C'est une corde, ça pousse un peu partout, on peut la trouver partout. Les Guissirs l'appellent Ndembu. Ndembu. Donc c'est quelque chose qui adoucit. Ça adoucit le verbe, ça rafraîchit la mémoire. C'est bien à manger avec un peu de miel,
doux de préférence, et avec une pincée de sel et d'autres plantes qui vont argumenter et rendre la composition plus forte. Mais sinon déjà aux enfants, on peut donner tous les matins. C'est une feuille bonne à manger, elle est sucrée. Alors, voilà. Et c'est important les miennes, elles l'appellent le dépou. C'est la même feuille. Est-ce qu'on peut la trouver à Libreville? Oui, vous pouvez la trouver partout. Vous savez, les plantes, Dieu en créant l'univers, a bien placé tout dans tout est à sa place, hein, je veux dire. Les plantes qui poussent au village, autour d'un village, toutes les plantes qui poussent au village sont bénéfiques pour l'homme. C'est la pharmacie. C'est notre pharmacie. Les remèdes de grand-mère. Vous voyez, je vois une plante devant, que les miennes appellent Orandara Unkala, et que les Guissir appellent Moulialiamba. Cette plante-là, qui est aussi sucrée, qui a aussi des vertus, cette plante... Lesquelles vertus? Un peu comme au dépou, un peu comme l'autre, pareil. Un peu comme le Dembu. Voilà, comme Dembu. Celle-là, on l'appelle Orandara Unkala, c'est le maître du village. C'est une plante qui emmène la bénédiction. C'est une plante qu'on peut utiliser pour des bains, par exemple. C'est cette plante-là qu'on utilise quand on est allé à l'enterrement et que la famille revient au village. C'est avec cette plante-là qu'on asperge de l'eau. Donc c'est quelque chose, c'est une plante qui chasse les mauvaises ondes, et etc. Tout ça pousse autour du village, dans le but de permettre à l'homme de rester en bonne santé. D'être en osmose avec son environnement. D'être en communion, tout à fait, parfaite avec son environnement. Parce que la nature est peut-être extérieure, mais elle est d'abord à l'intérieur de nous. Tout ce qui est dehors est dedans. Et toi, on apprend beaucoup de choses. Ben, c'est le Bouti. C'est le Bouti. C'est cette connaissance-là, ancestrale, c'est cette connaissance des aïeux qui se transmet par la parole, de génération en génération, et qui est un creuset de savoir. Est-ce que tu n'es pas là en train de trahir des secrets? Non, mais voyez-vous, je pourrais parler du Bouti devant vous, mais vous ne saurez pas, vous n'allez pas pouvoir déchiffrer. C'est pour les initiés. Mais comme vous êtes un Ndjobi, le Ndjobi, c'est aussi un Bouti. Alors là-bas, plus loin, j'aperçois que tu as sorti tout l'arsenal. Oui, parce que j'ai une veillée ce soir. Eux, ils n'aiment pas trop les caméras. J'ai une veillée ce soir et... Si j'avance avec ma caméra, là, elle va se brouiller. Oui, ça peut causer... J'ai encore envie de préserver ma caméra. Donc j'ai une veillée tout à l'heure, à 15 km d'ici, au village Kéry. Ah oui, je connais bien le village Kéry. C'est le village de Dieu de Nekumba, mon collègue. Ah, oui. D'accord, mais voilà, on va à Kéry. J'ai déjà été plusieurs fois. Ah, voilà, on va à Kéry, on va danser cette nuit. Chez l'honorable, le défunt Moussunda, le vénérable. Oui, tout à fait. C'était un papa. Moussunda Vikala. Oui. Tout à fait. Père à son âme, vraiment. Tout à fait. Ah, mais il est reparti vers la lumière, hein. On repart tous. Alors, j'ai voulu vous parler de ça aussi, parce que parfois, c'est récurrent. Les gens parlent de infection urinaire, gonocoxie, etc. Est-ce que ça existe encore, là? Ah, mais écoute, gamin, il y en a encore. Ça existe encore? Il y en a encore. Alors, celui-là, ça, c'est un papayer sauvage. Il s'est un peu cassé avec les vents forts. C'est un papayer mâle, je veux dire. Ah ouais, il ne produit pas. J'allais dire pourquoi sauvage. Il ne produit pas de fruits. Ce papayer-là, vous allez voir un papayer, mais qui n'a pas de fruits. C'est celui-là. Alors, ses racines sont prises et en décoction avec de l'eau, vous pouvez boire et ça libère, ça soulage les infections urinaires. Donc voilà, un peu autour de la maison, comme je vous disais, hein, les plantes. Je vais regarder ces papayers là. Les plantes. Mais est-ce que c'est vérifié que ça soit vraiment écoutez, des infections urinaires? on n'a pas certainement pas de posologie, sauf les personnes assermentées, donc les thérapeutes. Eux, ils peuvent vous donner voilà. Les premiers savants, c'est nos grands-mères. Parce que la grand-mère, il y avait des matrones. Avant que l'hôpital n'arrive et tout, on avait même des échographies. Il y avait des moyens de savoir si l'enfant qui arrive est un garçon ou une fille. Donc la science
a toujours été... Elle n'est pas seulement moderne, elle a Ah toujours non, été. non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. La science a toujours été. C'est pourquoi la grand-mère a toujours un petit remède. Tu as mal au ventre, tu as des coliques, prends ceci, prends cela, tu mâches. Des feuilles de goyavier, par exemple. Les feuilles de goyavier et un peu de sel, quand on a mal au ventre, c'est un médicament, ça soulage. Voilà. Et ces gens-là, toutes ces personnes-là, c'est eux nos savants. C'est ceux qui nous ont dévancés. C'était des grands savants. Mais on n'a pas écrit, c'est pas qu'on ne pouvait pas écrire. C'était un choix, c'était un choix. Exactement. Et ça se transmet par la parole. On ne cache pas grand-chose. Seulement que tout n'est pas dit pour tout le monde, en vérité. Et là, vous le dites pour tout le monde. Oui, oui, là, je donne Tu le dis pour tout le monde. je donne des astuces, mais ça, c'est... C'est le minime, Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui se trouve au fond en dessous, c'est très, très, très fort. C'est très, très fort. Et vous savez, hein, la vie elle-même fait la sélection. En fait, moi, je suis convaincu que je ne suis pas dedans par hasard. Parce que dans une autre vie, justement, j'avais déjà... Tu vas encore revenir à... Oui, tout à fait. Histoire dans une tout autre à vie, fait, tout à fait. Où toi et moi, c'était déjà vu. Exactement. On avait déjà réalisé toutes ces interviews. Exact. On ne fait que... C'est le bis repetita. On répète. Mais c'est peut-être on le fera dans une autre vie aussi, très prochainement, penses-tu? Oui, si on ne s'est pas accompli. Parce que le but, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est de s'accomplir. Et comment est-ce qu'on s'accomplit? En allant vers la lumière. Celui qui réussit son passage peut quitter la condition de la chair. Parce que tant que nos âmes, nos esprits, tant que nos âmes habitent la chair, c'est elles n'ont pas encore évolué. Enfin, du moins, elles n'ont pas passé des paliers. Donc, on passe des petits paliers comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu. Et donc on décède, on est inhumé, oui. On réapparaît dans une autre vie, oui. Ailleurs, oui. Ou dans le même espace. Ben oui, ben oui. Mais comment est-ce que vous expliquez que vous êtes allongé sur votre lit, vous dormez les yeux fermés et vous voyez des gens qui sont partis, avec qui vous pouvez dialoguer et faire des choses dans ce qu'on appelle le rêve. Et même manger parfois. Et même manger parfois, ce qu'on appelle le rêve. Bon. Comment est-ce que c'est explicable? Ça ne s'explique pas. Ça ne peut s'expliquer que par justement les enseignements réservés aux initiés. Et n'est pas initié qui veut. N'est pas initié qui veut. Encore que on peut être tous initiés et beaucoup vont se concentrer sur l'aspect visible, donc la danse. Mais il y a autre chose derrière. Il y a une connaissance. Et les vieux font ça de façon sélective. C'est pas n'importe qui, non. Tout le monde, on ne dit pas à tout le monde la même chose. Chacun a son degré. Quand on sent que tu as un degré que tu peux garder ça dans ton ventre, on te confie. Toi, tu as quel degré? Oh non, moi je suis petit. Hein. Et tu me donnerais, moi, quel degré, moi, à mon petit niveau? Je suis petit. Moi, je suis très petit. Je suis très petit. Il n'y a pas de grand. On apprend la vie jusqu'à la dernière seconde, on apprend. On apprend de tout, de toute forme de rencontre. C'est pourquoi, justement, ce n'est pas le fait du hasard, la rencontre. C'est des rendez-vous. On a besoin d'apprendre de quelqu'un et le cosmos met une personne en face de vous pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Si cette relation se termine bien, c'est tant mieux. Si elle se termine mal, c'est tant mieux parce que c'était le donner, le recevoir. On est sur Terre pour ça. Alors, j'ai comme l'impression que toutes les plantes qui sont autour du Mbanja, ici, devant moi, ont une importance. Bien sûr. Je vois là, sur notre droite, le palmier. Ça, on sait aussi que le palmier a des vertus. Voilà, le palmier. Le palmier a des grandes vertus. Le palmier nourrit le village. Le palmier, les branches ont construit des cabanes. Nourrit même l'esprit. Oui. Et c'est un grand protecteur. C'est un grand protecteur, le palmier. Explique-nous. Vous ne voyez pas, c'est pas facile de grimper le palmier avec les épées. Nous, au Disumba, on grimpe les grands palmiers parce qu'on cherche des rameaux plus grands pour pouvoir... Vous cherchez le vin de palme, pas les rameaux Ah non, nous on grimpe les palmiers pour prendre les rameaux. Parce qu'on danse avec des rameaux de palmier. Mais c'est pas n'importe qui peut grimper le palmier. Donc c'est un protecteur. Le palmier, c'est un protecteur. C'est souvent bien d'avoir ça à la maison, surtout devant la maison. C'est très important parce que vous savez ce qu'on voit physiquement la nuit, la journée. La nuit, ça peut prendre d'autres formes. Ces êtres-là, c'est des êtres vivants. Ils vivent, ils communiquent. Mais il faut avoir lui assez aiguisé pour capter le message que donne la nature. La nature nous parle, mais elle est très bavarde, la nature. Très, très, très bavarde. La nuit ou la journée? De nuit comme de jour. De nuit comme de jour.
Le palmier fait de l'huile de palme. Les noix font de l'huile de, comment est-ce qu'on appelle, d'amande de palmier. Les branches sont utilisées pour construire des cabanes, etc. Le chou du palmier se mange. Le chou. Et ça c'est un anti-moustique. Donc en fait ça, au feu, brûlé, c'est un anti-moustique. C'est un insecticide. C'est un aliment dans le Togo, hein, brûlé. On peut faire un koumou foula avec. Ben voilà. Ben voilà. On en apprend des choses. Oui. Voilà. Mais tout est, et c'est justement, mais c'est intéressant, cet exemple est très intéressant parce que c'est l'environnement. Dans l'environnement où on est, où on vit, on s'approprie l'environnement. Voyez-vous, si les peuples du Haut-Togo font le koumou foula avec ça, nous on ne mange pas ça, on brûle pour chasser les moustiques. Ça veut dire qu'en fait, eux, ils ont eu cette révélation que cet aliment était mangeable. Ils ne sont pas... C'était des savants. Il faut pousser un accent fort sur la culture. Vraiment, il faut pousser un accent fort sur nos rites et nos traditions. Je vous dis, ça peut être le pétrole de demain. Ça peut être le bois de demain. Nos us et coutumes. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'échange. Hein. On est à l'ère du verso. On s'ouvre au monde. On a notre particularité à apporter à l'univers. On a le moyen de parler de façon singulière de nos choses. Il faut donc les vulgariser. Il faut les vulgariser. Depuis le bas âge, les enfants, à l'école primaire, il faut repartir à enseigner des langues. Parce que si on ne parle pas nos langues, elles meurent. Et si elles meurent, on n'a plus la connexion. Parce qu'en vérité, même Dieu ne peut nous exaucer que quand on parle dans sa langue. Parce que moi, si je m'exprime dans ma langue, je cite mon arbre généalogique, ma lignée. De l'autre côté, Dieu sait qui je suis. Mon Dieu, parce que Dieu est tribal. Donc le Dieu de ma tribu sait qui je suis et m'accorde. Mais si je vais parler avec lui en anglais ou en français... Alors que tu n'es pas anglais, encore moins français. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de problème de langue et tout, ils entendent tout, mais quand même, voilà. Donc vraiment, les langues aux enfants à l'école et même les initiations. Ce serait intéressant qu'aujourd'hui l'élite, c'est vrai, il faut aller dans les grandes écoles de savoir, etc., de mystère, etc. Mais la nôtre d'abord, tu ne peux pas comprendre la spiritualité qui vient d'ailleurs si tu ne maîtrises pas la tienne. Parce qu'en vérité, ce qu'on cherche, c'est la même chose. Hein. La base, le fond des traditions ancestrales d'origine, le fond est le même. C'est le même fond pour tous. Que ce soit en Djobi, que ce soit au Bouiti, que ce soit chez les Fans, comment est-ce qu'ils appellent, le Biéri. Que ce soit la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. Que ce soit la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. Chacun à sa manière, c'est l'évolution de l'homme. C'est l'évolution de l'homme. On ne s'initie pas au Bouiti, juste au Dissumba, j'entends, pour se faire soigner ou... non. C'est un cheminement réservé à l'homme qui se questionne. C'est un cheminement réservé à l'homme qui se questionne. C'est pourquoi on n'a pas tendance à faire de communication. On n'incite pas les gens à s'initier. Quelqu'un qui m'approche, je vais lui dire, bon, ben, écoute, c'est intéressant, ça peut être intéressant pour toi dans ce cas ou dans celui-ci, mais la décision t'appartient, parce que c'est toi qui vas vers les bouddhistes. C'est toi qui vas vers toi. Qu'as-tu sur la langue? Là, ici, hey, j'ai du bois sacré. Tu m'en donneras tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, j'ai le bois sacré. Est-ce que ce n'est pas ce qui rend ta langue aussi facile? Ah, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. C'est mon petit déjeuner un peu. Hein. Le matin, je fais le tour. Je vais jusque derrière à Montzimba là-bas et je mange toutes les feuilles qui peuvent me permettre de réveiller. Ça, c'est l'Ombanja et il y a un Nzimba plus loin? Oui. Là-bas, je ne peux pas arriver, non? Oh, bof. Là-bas, non. Là-bas, c'est... C'est quand je serai consacré. Ah, oui, bien sûr. Mais voilà, il faut juste faire le pas. Je vous attends et les vôtres aussi vous attendent. Tamombo, après tes explications autour de ces plantes-là, ça veut dire que toutes les plantes autour du banja ont un lien avec le bouiti. Effectivement.
avant de continuer, mon patronyme c'est Mombo. Ça s'écrit Mombo, mais ça se lit Mombo. Et qu'est-ce que j'ai dit moi? Mombo. En général, tout le monde le lit comme ça. Ouais. Mais la phonétique est importante pour me rediriger vers mes racines. Alors, toutes les plantes, effectivement, toutes les plantes, tout a un rapport avec le Bwiti. Pas que les plantes, tout ce qui est a un rapport avec le Bwiti. Tout ce qui vit. Tout ce qui vit, dans le monde visible comme dans le monde invisible, a un rapport avec le Bwiti. Le Bwiti n'est pas donc un rite seulement d'initiation, mais c'est aussi un rite protecteur. Exactement. Alors le Bwiti n'est pas seulement, un rite d'initiation, donc n'est pas seulement concentré dans la partie folklorique, fantastique, donc la partie visible. Non. Le Bwiti est une protection. C'est un protecteur. C'est une protection. Le Bwiti est. Et il est partout. Il est au contrôle. C'est donc un univers consacré aux élus, à ceux qui montrent la direction. Parce qu'il y a des connaissances, c'est pourquoi ça n'a pas été écrit. Si on avait écrit le Bwiti, aujourd'hui, il devait avoir la religion Bwiti devait être universelle, partout dans le monde. Même la Bible a falsifié un peu le Bwiti. Ah oui, je vous dis. Je vous dis. Je vous dis la vérité. Même la Bible a falsifié un peu le Bwiti. L'histoire dans la Bible, il y a des endroits où... C'est fou, hein? Des gens qui n'avaient pas eu de catéchisme, qui ne connaissaient rien, des gens qui vivaient en pleine forêt, coupés de tout, pouvaient pratiquer des opérations à ciel ouvert, soigner tout. Des opérations chirurgicales. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais il y a des herbes là, dans la forêt, qui peuvent devenir... Une herbe peut devenir un bistouri. Et ça, ces connaissances ne peuvent pas être données à tout le monde. C'est pourquoi le Bwiti, les vieux disaient que le Bwiti, c'est pour les vieux. Ce n'est pas pour nous, les enfants. Nous, quand on vient parce que les vieux ne peuvent plus danser. Mais le Bwiti, le véritable Bwiti, c'est pour les vieux. C'est pour des personnes assez matures. Je parle de maturité spirituelle. C'est pour des personnes assez matures. Parce qu'il est non seulement protecteur, mais il peut être réversible. Si on l'utilise mal. L'homme peut donc l'utiliser pour faire du mal. Bien sûr. Mais le mal c'est dans l'homme. Le mal est dans la chair. Le mal est dans la chair. Et effectivement, toutes ces connaissances-là, si elles sont mises, si elles sont divulguées à qui veut entendre, on va frôler la catastrophe. C'est pourquoi, justement, c'est dans un endroit bien défini qu'on règle nos affaires, et voilà, entre nous. Et même dans la confrérie, il y a encore une autre sélection. C'est étape par étape. C'est étape par étape. C'est étape par étape. Un enfant, il naît, il ne court pas, non. Il ne marche pas tout de suite. Ouais, non. Donc moi, si je rentrais là-dedans, si je me faisais initier, je serais à quel grade? Banzi. Après? Le néophyte, c'est le Banzi. Après? Et après, le but, c'est de devenir un Nima. Après? Nima Nakombo. Mais après, Nima Nakombo, c'est fort. Ce qui est devant là-bas, c'est un peu plus compliqué. mais le Banzi, c'est la plus grande école. Pourquoi? Parce que c'est l'école de l'apprentissage. Et celui qui sait ne dit pas je sais. Celui qui connaît ne dit pas... Non. On nous apprend justement qu'en vérité, on ne connaît pas grand-chose. Et vu que c'est une science orale, on est obligé d'avoir des facilitateurs, des logiciels qu'on installe en nous qui permettent de retenir facilement et de recevoir, surtout quand c'est fait par un maître. Parce que c'est de main en main que ça se transmet. Dans des familles où les grands-parents ou le père, le patriarche lui-même était dans la tradition, alors il donne à toute sa lignée. Moi, dans mon cas, je suis de père et de mère, je suis le seul dans ces choses-là. Et donc, j'ai ce devoir-là de pouvoir ramener la famille, aller s'abreuver à la source. Voilà, c'est le but principal. Il faut donner un but à sa vie. Et si on vulgarise justement nos sciences et ces connaissances-là, les Gabonais se sentiront fiers d'eux. Quand on est au fait de ces choses, on tombe des nues.
Dire que quoi? Et ils parlaient des choses comme ça. Comment ils pouvaient voir des astres sans je sais pas, sans télescope? Non. On voyait déjà tout ça ici. On n'a pas besoin de grand chose. Hein. Un peu d'iboga, quelques feuilles, allez, on te met quelques gouttes dans l'eau, dans les yeux, tu peux voir autre chose. Hein. Et tu hallucines. Ah non, c'est pas des hallucinations. Ah non. Mais halluciner, voilà, ça c'est très bien. Ah là, c'est très intéressant, Gabin. Peux-tu dire halluciner dans ta langue? Halluciner. Peut-être pas à mon niveau, il faut que je me renseigne, on me le dira certainement. Alors, vous allez trouver un terme qui s'apparente, un synonyme. Mais en vérité, non, on n'hallucine pas. C'est pas voilà, c'est pas dans, on voit. C'est pas dans nos mœurs d'Africains d'halluciner. Le bois sacré te fait voir des choses. Mais justement, vu que ces choses appartiennent, c'est juste l'autre côté du voile, on a l'impression que, oh, non, c'est pas sérieux ce que je vois. Ouais, c'est sûrement une drogue, ça m'a saoulé. Non. C'est pourquoi la consommation de bois sacré n'est pas... Ne consomme pas le bois sacré qui veut. Il faut avoir une... C'est de façon... Graduelle. C'est contrôlé. La prise de bois sacré est contrôlée par quelqu'un qui maîtrise. Parce que ça peut... C'est une plante forte. C'est une plante très forte. Et avec tous les composants, tous les ingrédients qu'on met autour, surtout lors d'une initiation, il faut alors des personnes assidues et assermentées pour contrôler l'évolution. Savoir que là, c'est bon, on atteint la pause. Il ne faut plus ajouter. Là, c'est bon. Sinon, c'est la catastrophe, comme on le voit aussi parfois. Exactement. Sinon, c'est la catastrophe. Mais le bois sacré ne tue pas. T'es un membre. Oh? Là, j'ai bien prononcé. Oui. T'es un membre. C'est quoi la différence entre un Mbanja et un Nzimba? Le Mbanja est la partie visible de l'iceberg. Et le Nzimba est la partie immergée. Qu'il faut aller chercher. Alors, pourquoi séparer le Mbanza du Nzimba? Le Mbanza reste au village, le Nzimba en brousse. Parce que l'homme vient de la brousse. On est sorti de là-bas pour créer les villages. Alors, le temple est la façade première. Le néophyte, le Banzi, quand il vient, il a accès au temple. Et du temple, on l'amène au Nzimba. Le Nzimba, c'est le secret du Mbanza. Je comprends. Voilà. Ça, c'est fait chez nous dans le Nzobi aussi. Je vous ai dit que c'est... Le Nzimba, il est en forêt. Et là-bas, n'y arrivent que les initiés. Mais bien sûr. Les femmes n'y arrivent pas. Exactement. Voilà. Exactement. C'est un lieu sacré. Exactement. Vous faites tout au village, mais là-bas, n'arrivent que les initiés. Tout à fait. Donc, je pense que... Ah non, vous allez non, tu vas arriver. Il y aura un jour. Ah oui. Mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard. Le but, c'est vraiment de se reconnecter. Et comme je t'ai dit, que ce soit le Njobi, que ce soit les... Je ne dis pas toutes les traditions. Hein. Je cite bien. Je dis par exemple le Njobi. Oui. Moi, je vois comment ils dansent, les gens du Njobi. Mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes. C'est vrai qu'on est tenu par le secret. Mais aujourd'hui, on a changé d'époque. Oui, on est obligé de vulgariser. On a changé d'époque. Oui. Il faut pouvoir donner des petits biscuits comme ça aux gens pour qu'ils s'intéressent. Exactement. Koubouena Bovia. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Soko? Oh, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose de fort. Ah ouais? Oui. Donc, on ne va pas plus loin. Voilà. Si je comprends bien. Voilà. Non, il acquiesce. En fait, quand quelqu'un discute et que sa parole est intéressante, que le coq chante en même temps, on dit qu'il acquiesce. C'est pourquoi on ne gronde pas un coq qui chante. Va là-bas. Non. Parce que toi aussi, quand tu te lèveras devant les gens, mais on va te chasser. C'est subtil, hein? C'est très subtil. Et ça, c'est des connaissances qui ne sont pas forcément secrètes. Mais les gens n'ont pas... voilà. On ne sait pas pourquoi les choses sont faites. On vit dans un univers, on est dans un environnement qui est le nôtre, mais on ne maîtrise plus. Mais parce qu'on veut nous faire croire que ce n'est pas bon. Exactement. Ou on nous a fait croire que ce n'est pas bon. On nous a fait croire que ce n'était pas bon. À leur avantage. Parce qu'il fallait justement qu'ils prennent en substance ce qu'il y avait dans nos choses et qu'ils aillent... attendez, si moi je viens faire une confession et que je viens confesser que ça, ce que je tiens dans la main, que c'est une arme, et que le prêtre me demande comment est-ce que ton arme fonctionne et que je donne tous les codes, qu'il faut prendre ceci, il faut prendre cela dans la confession. Vous croyez réellement que les missionnaires
ils allaient brûler tous ces fétiches, toutes ces reliques? Non. Ah non, 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 non. Et s'ils les gardent chez eux, dans les musées, c'est parce qu'ils savent ce que c'est. Mais ça profite à qui? À eux. Parce que une fois qu'on s'est reconnecté à nous, on ne parle plus de choses, non, c'est pas possible. Si on s'est reconnecté à nous, qu'on célèbre ceux qui nous ont légué ça, on ne sera que satisfait et récompensé. C'est comme le travail que tu fais, c'est un travail qu'on fait dans le temps. Ça va inspirer d'autres et d'autres vont s'y coller. Ça ne se perd pas. Rien ne se perd. La roue tourne et le grand cycle va finir par arriver. Tamam. Oui. Merci encore. Je t'en prie. Ce n'est que la deuxième partie de notre interview. Oui, oui. Peut-être qu'il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième, certainement. C'est selon. Je reviendrai ici à Lambaréné. Merci, tu es chez toi. Cela. Merci. Ah, tu as vu, on est visité là. Par qui? Ce vent-là? Ah oui. Ouais. Voilà. Mais tu vois que moi aussi je suis connecté, je comprends un peu ça. Oui, mais on se comprend. On se comprend. On se comprend très bien. Parce qu'on se connaît. Et pas d'ici. Allez, merci. Je t'en prie. Le plaisir était pour.